Océan de Nicolas Michel chez Talent Haut. L'écaille écarlate. Chapitre 1. L'enfant alpha. Le premier nourrisson venu au monde avec une écaille écarlate dans le creux de la nuque fut répertorié le 6 novembre 2052 au DCH Medical Center de Tuscaloosa, dans l'Alabama. Il s'agissait d'une petite fille de 3,2 kg et 52 cm, nommée Nell Chelsea Donovan. Elle n'aurait jamais dû naître au bord de la rivière Black Warrior. Mais alors que Fess était enceinte de 8 mois, elle avait décidé contre l'avis de son médecin de faire le déplacement pour l'enterrement d'un ami décédé dans un accident de la circulation. Gabriel, le futur père, avait tenté de l'en dissuader, puis s'était rangé à ses arguments après une brève discussion. Peter, dont la moto avait percuté à 130 km/h un poteau de béton, était la bonne étoile qui, d'une certaine manière, avait décidé de leur destin 5 ans plus tôt. Passionné de surf et de plongée sous-marine, c'est lui qui les avait entraînés jusque dans sa baraque de Pensacola, en Floride, où ils s'étaient découverts en même temps qu'ils découvraient la puissance terrifiante et magique de la mer. Depuis, ils y consacraient leur vie et s'en éloignaient le plus rarement possible. Faith était devenue chercheuse en biologie marine au Sea-Lab de Panama City, tandis que Gabriel passait ses brevets de moniteur de plongée sous-marine et d'apnée au sein du Grouper Diving Club. Il avait l'air de ce qu'il était, muscles fins, peau brune tannée par le soleil, yeux bleus, cheveux décolorés par l'écume. Les deux qui, à 27 ans, pouvaient déjà finir la phrase de l'autre, avaient coutume de dire qu'ils étaient atteints de manque de mer, dès qu'ils ne pouvaient plus sentir sur leurs paupières la fraîcheur des embruns. C'est ce mal, sans doute couplé à l'émotion, qui provoqua la première contraction. À peine sortie du cimetière, Faith s'immobilisa pliée en deux par la douleur et dut s'agripper des 2 mains aux épaules de son mari pour ne pas s'écrouler sur le trottoir. Elle ne chercha pas à faire semblant, et dès qu'elle fut de nouveau capable de respirer, ordonna à Gabriel de la conduire vers l'hôpital le plus proche. L'histoire n'allait pas dans le sens qu'elle avait envisagé. Son accouchement ne se ferait pas sans médicalisation excessive et dans l'eau de mer purifiée d'une maternité d'avant-garde, mais bien au fond du couloir miteux d'un hôpital de l'Alabama. À la 4e contraction, elle avait de toute manière oublié tous les conseils de son obstétricien et ne rêvait plus que d'une chose, se voir débarrassée de cette tête qui lui broyait les organes et tentait de briser le bas de son dos. Nell Donovan se fit attendre quelques heures, ce qui permit à sa mère de vomir 3 fois, de hurler des insanités qu'elle ignorait connaître et de traiter 7 fois Gabriel d'infâme bon à rien. Stoïque, il encaissa avec le sourire, comme les sages-femmes qui en avaient vu d'autres. Nell vint au monde par voie basse et se retrouva pelotonnée contre le sein de sa mère, à 7h05 du matin, le cordon ombilical encore relié au placenta. Faith pleurait de bonheur et de soulagement. Gabriel, blanc comme un linge, coupait le cordon et sentait son cœur exploser d'amour. Plus tard, dans les interviews qu'ils accorderaient à des dizaines de journaux, les jeunes parents s'étendraient longuement sur ce qu'ils avaient cru percevoir à cet instant. Une vague remontant à travers le corps, un goût de sel sur la langue et les lèvres, une palpitation dans les oreilles, un parfum d'iode et d'algues submergeant la pièce. À 8h05, Nell fut séparée de sa mère pour des examens de routine. Gabriel en profita pour sortir prendre l'air et téléphoner à leur famille. Quand il revint, Nell était de nouveau posée sur le ventre de Faith et les yeux mi-clos cherchaient des lèvres le bout de son sein. C'est à ce moment-là que la sage-femme remarqua la tache rouge. Consciente de l'inquiétude qu'elle pouvait provoquer, elle ne dit rien. S'approcha et, sous prétexte d'expliquer à Faith comment allaiter son enfant, fit pivoter Nell afin de mieux pouvoir observer sa nuque. Il pouvait s'agir d'une croûte, d'une marque de naissance lit de vin, d'une blessure passée inaperçue lors de l'accouchement. La sage-femme se pencha pour regarder de plus près. De forme octogonale, légèrement vernissée, la tache ressemblait à une écaille de poisson. Autour, la peau avait rougi et on distinguait un peu de sang. La sage-femme prit une compresse, l'imbiba de désinfectant et tamponna délicatement la nuque de l'enfant. Gabriel l'interrogea du regard. Elle lui fit un geste rassurant. Épuisée, extatique, Faith n'avait rien remarqué.
Dès qu'elle quitta la pièce, la sage-femme se précipita dans le bureau du médecin. Il fallait qu'il vienne, vite, tout de suite. Non, elle n'avait pas bu. Oui, il y avait sur la nuque de la petite Nell, 2 heures de vie, quelque chose de rouge, ressemblant à une écaille de poisson. Quoique dubitatif, le professeur Mulligan avait pour habitude de ne jamais contredire son interlocuteur s'il n'était pas en mesure d'avancer des arguments solides. Il quitta donc son siège sans barguigner et parcourut de bonne grâce les quelques mètres qui le séparaient de la célébrité. 4 mois plus tard, les gens le reconnaîtraient dans la rue à force de le voir sur leur écran de télévision et à la une des journaux. Quand il entra dans la chambre de Faith, cette dernière s'était endormie et Gabrielle contemplait Nell avec un ravissement béat, posant parfois sur son front un pouce timide, en une caresse encore prudente. Le professeur Mulligan se présenta et expliqua sans détour la raison de sa visite. Il n'était pas inquiet, mais il fallait tout de même qu'il vérifie, qu'il jette un œil à cette petite marque rouge que la sage-femme avait remarquée. Ne vous faites pas de soucis, ce genre de tache de naissance est très fréquent. Et placé sur la nuque, pour une fille qui va porter les cheveux longs, peu de chance que cela se voie. Gabrielle pensa que sa fille pourrait bien avoir envie de porter les cheveux courts, mais ne jugea pas opportun de le dire au médecin qui s'occupait de son enfant. En vérité, Gabrielle était troublée par la lueur étrange qu'il avait notée dans le regard de la sage-femme. Un éclat d'inhabituel, un étonnement. Avec une douceur surprenante pour un homme de sa corpulence, Mulligan fit basculer Nell sur le côté afin de dégager sa nuque. Gabrielle se pencha lui aussi vers sa fille, tandis que la sage-femme réorientait la lumière. De la taille d'une dent de lait, une petite écaille rouge luisait, comme posée sur la peau. Mulligan fronça les sourcils, enfila ses gants, commença à tâter la nuque du bébé et la peau tout autour de l'écaille. Puis, provoquant un mouvement de recul de Gabrielle, il essaya de détacher cette dernière en tirant dessus. Elle resta bien fixée et Nell poussa un léger couinement. Mulligan n'insista pas, sortit de la chambre sans mot dire et revint quelques instants plus tard avec une grosse loupe ne ressemblant en rien à un instrument médical. De nouveau, il s'approcha de ce qu'il voulait encore considérer comme une tache de naissance. Pendant 10 minutes, il resta concentré sur son observation. Dans la chambre, seul se faisait entendre la respiration lourde de Faith et les petits gargouillis de Nell, découvrant les joies de l'oxygène. Enfin, Mulligan s'écarta, regarda Gabrielle avec un air hébété et prononça cette phrase, qui resterait dans l'histoire. « Votre fille a une écaille rouge sur la nuque. » Quelques heures plus tard, Faith et Gabrielle donneraient leur accord pour que toute une batterie d'analyses soit effectuée. Le dossier de Nell Chelsea Donovan serait enregistré sous le code Nell 52 N alpha. Pour eux, ses parents garderaient toujours l'idée que si le destin les avait ainsi choisis, ce n'était pas un hasard.